Dans le monde bancaire, là où je travaillais avant d'arriver à Delubac, on a eu un client qui avait fait une opération grâce au Bitcoin et qui avait reçu le fiat sur son compte. Ça avait créé une alerte générale. Et puis j'arrive à la banque Delubac, banque familiale, autonome, agile, et là j'entends Bitcoin. Je découvre le monde des actifs numériques et très concrètement, c'est comme Obélisque qui est tombé dans la marmite de potions magiques. J'ai découvert un monde d'opportunités, de possibilités infinies qu'on commence à peine à effleurer. Depuis mars 2022, nous sommes prestataires sur actifs numériques pour la conservation, l'achat, vente et l'échange contre monnaie ayant cours légal. On a des acteurs du secteur qui n'ont pas de banque. Dès que vous arrivez, que vous marquez Web3 sur vos statuts, que vous marquez crypto, les confrères refusent. Pas parce qu'ils en ont peur, c'est juste de la méconnaissance. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre Bitcoin. Je suis Alexandre Roubaud, cofondateur et CEO de Bitstack, la première application en France qui permet d'épargner et investir en Bitcoin sans aucun effort. Dans cet épisode, nous avons le plaisir d'accueillir Estelle Motwam, crypto lead de la banque Delubac et compagnie, la première banque française à avoir proposé du Bitcoin à ses clients. Estelle va nous parler de son parcours, des raisons qui ont emmené la banque Delubac et compagnie à entrer dans le Web3, les défis, les obstacles, mais aussi les réactions du secteur et les perspectives futures. Estelle, merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue sur Comprendre Bitcoin. Merci Alexandre de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Est-ce qu'on pourrait démarrer avec une présentation de ton parcours, si tu peux te présenter en quelques mots ? Bien sûr, Estelle Motwam, dans la banque depuis quelques années, arrivée à Delubac en 2021 et précédemment en conseiller bancaire dans d'autres établissements. Et donc, à mon arrivée, j'ai pris effectivement le lead sur la crypto. Et depuis, je suis spécialisée là-dedans avec un accompagnement très prononcé auprès de ces acteurs qui, comme on le sait tous, ont toujours un besoin bancaire d'accompagnement et surtout d'un partenaire qui comprenne très bien son activité, ses besoins et qui puisse aussi être conseil. Super. Donc c'est vraiment tourné beaucoup plus pour un accompagnement pour les entreprises ou est-ce que vous avez aussi une offre qui est destinée aux particuliers ? Juste pour bien qu'on comprenne le rôle. On a beaucoup plus de clientèle entreprise et institutionnelle, Ouais. mais on a également une clientèle de particuliers. Ok. Et vous accompagnez ces deux typologies de clients sur le sujet de la crypto, de manière globale. On accompagne sur le sujet de la crypto, mais la banque est d'abord une banque centenaire, donc elle a 100 ans depuis janvier 2024. Donc elle existait bien avant la blockchain crypto, et la crypto. Et comme elle est spécialisée dans des métiers de niche, bien évidemment, la crypto aussi, les actifs numériques de façon plus globale font partie de ce métier de niche qui aujourd'hui a besoin d'être accompagné en termes de services bancaires. Ok, très clair. Est-ce qu'on pourrait démarrer avec encore une fois quelques notions de base ? Toi, quelle est ta définition du Bitcoin ? Si juste tu pourrais nous donner un peu, expliquer en quelques mots simples, même si c'est très difficile, mais qu'est-ce qu'est le Bitcoin ? Le Bitcoin est une solution de paiement, Ouais. de peer à peer, sans intervention d'un tiers de confiance ou d'une institution tierce. Et le Bitcoin montre l'intérêt de la communauté dans l'usage d'une monnaie. Parce que finalement, le Bitcoin, c'est que ça, même s'il y a une blockchain derrière, c'est la force de la communauté qui fait la valeur de son actif numérique. Donc le Bitcoin, premièrement, a été créé pour pouvoir s'échanger une valeur numérique pour des services ou pour d'autres prestations. Mais derrière, cette valeur numérique a une valeur, si on peut dire, parce qu'elle est utilisée par un grand nombre. Donc c'est ça le Bitcoin aujourd'hui. Et on en parlait un tout petit peu en off, mais si tu peux expliquer pour ceux qui nous regardent et qui nous écoutent, toi, ta première expérience avec le Bitcoin ou la crypto, comment tu as découvert ça ? Alors, je l'ai découvert dans le monde bancaire. Là où je travaillais avant d'arriver à Delubac, j'avais entendu le mot Bitcoin et puis j'avais entendu le mot blockchain. J'entendais beaucoup plus blockchain et supply chain qu'autre chose et je ne comprenais pas le rapport entre blockchain et supply chain. Et puis, on a eu un mot Bitcoin d'un client qui avait fait une opération grâce au Bitcoin et qui avait reçu le fiat sur son compte. Ça avait créé une alerte générale. Donc, de ce fait, alerte générale sur cette opération, je me suis dit c'est quelque chose de pas très licite, de dangereux. Donc, c'était pas quelque chose de normal qu'il fallait utiliser dans le monde bancaire. Et puis, j'arrive à la banque Delubac, banque familiale, autonome, agile. Et là, j'entends Bitcoin. Je me dis, bon, il y a quelque chose qui se passe. Je découvre le monde des actifs numériques et très concrètement, c'est comme Obélisque qui est tombé dans la marmite de potions magiques. Moi, je suis tombée dans les actifs numériques. J'ai découvert un monde d'opportunités, de possibilités infinies qu'on commence à peine à effleurer. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas ? Et s'il y a une banque
qui existe depuis très longtemps, qui est familial, qui a eu l'idée d'y aller, c'est qu'il y a des possibilités. Et c'est ainsi que je me suis intéressée. J'ai commencé à découvrir le secteur, les entreprises qui y vont, qu'est-ce qu'elles font, pourquoi elles le font. De fil en aiguille, je me suis fait une formation certifiante chez Alira depuis 2 ans maintenant, donc certifiée consultant blockchain pour mieux comprendre déjà qu'est-ce que c'est la blockchain, quel est son usage et pourquoi les entreprises utilisent, pourquoi aujourd'hui on a des acteurs comme Delubac qui proposent ces services-là et pourquoi c'est devenu nécessaire et commun d'avoir des actifs numériques au-delà du Bitcoin qui est vraiment l'actif de base. Et c'est vrai que la première chose, moi c'est souvent un sujet de discussion que j'ai beaucoup et je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes ici, c'est, comme tu un peu l'as évoqué, le monde de la finance traditionnelle, les grandes banques, les banques et la crypto qui sont un peu aux opposés les uns des autres. Du coup, en fait, quelles ont été un peu les réflexions et les motivations derrière qui ont amené la banque Delubac et compagnie à s'intéresser à ce sujet-là? On a d'abord, historiquement, si on peut parler d'historique, la loi Pacte qui a été mise en place. Et la banque a participé aux réunions qui ont permis en amont aussi d'écrire la loi, d'écrire le procédé d'accompagnement, d'enregistrement. Donc, la banque est depuis à l'origine présente auprès des régulateurs pour pouvoir faire ça. Mais on a aussi un atout majeur dont on parle souvent et que tout le monde connaît, c'est Alexis Bielkiewicz, qui est docteur en informatique et qui était mineur de Bitcoin avant de prendre la tête de la banque et d'être associé gérant avec les 2 autres associés gérants que sont M. Serge Bielkiewicz et M. Samuel Delubac. Donc, on a un atout majeur dans la banque qui est Alexis Bielkiewicz qui comprend ce monde des actifs numériques, le monde de la blockchain de par son parcours universitaire, mais on a également un dirigeant de banque qui voit les opportunités qui s'y présentent et ce qui peut être possible d'être fait. Ça, c'est le premier atout. Le deuxième atout, c'est qu'on a quand même notre directrice de la conformité, du contrôle permanent et de la régulation, Élodie Trévillot, qui comprend la régulation, qui sait diriger la banque côté réglementaire pour pouvoir mieux accompagner les acteurs tout en respectant les obligations qui sont les nôtres. Et si je ne me trompe pas, et tu auras certainement la date précise que moi, je n'ai pas forcément en tête, mais vous avez donc, tu l'as mentionné, il y a eu la loi Pacte qui a amené, on en a parlé dans des épisodes précédents, d'expliquer ce qu'est l'enregistrement PSAN, donc le prestataire de services sur actifs numériques. Et donc aujourd'hui, la banque Delubac et compagnie est enregistrée en tant que prestataire de services sur actifs numériques. Tout à fait. Depuis 2 ans précisément, depuis mars 2022, nous sommes prestataires sur actifs numériques pour la conservation, l'achat, vente et l'échange contre monnaie ayant cours légal. Cet enregistrement nous donne davantage de légitimité et aussi permet de rassurer le grand public quand ils viennent nous voir, de savoir qu'on a une banque qui, au-delà de fournir un service bancaire, comprend effectivement les enjeux qu'il y a derrière. J'imagine que ce n'est pas forcément un chemin sans obstacles, sans défis. Est-ce qu'il y en a eu? Est-ce que tu peux nous raconter un peu les challenges qu'il y a eu? Alors, pas forcément pour l'enregistrement PSAN en tant que tel, mais des obstacles qu'il y a pu avoir dans toute cette démarche pour être une banque qui aujourd'hui se positionne comme un acteur qui veut accompagner les entreprises de ce secteur, qui veut proposer des services autour de la crypto-monnaie ou de la blockchain. Est-ce qu'il y a eu des challenges ou des obstacles? Il y a eu des challenges, pas des obstacles, parce que c'est quelque chose qui est relativement nouveau. C'est vraiment quelque chose qui est relativement nouveau dans le monde financier, que ce soit aussi bien en France, en Europe ou dans le reste du monde, dont le challenge a été de pouvoir adapter la loi et la régulation à une activité et à un produit qu'on ne connaissait pas. Donc, c'est pour ça aussi que la banque a été sollicitée pour contribuer à l'écriture de tout ça. En obstacle, on ne peut pas en avoir si ce n'est la contrainte technologique qu'il faut s'approprier. Mais en régulation, le challenge a été de dire qu'il faut pouvoir proposer un environnement sécurisé pour ceux qui veulent utiliser ces actifs et pouvoir aussi permettre au monde financier de dire finalement c'est possible d'y aller parce qu'on a créé en amont un environnement sécurisé, notamment avec la loi Pacte, notamment avec l'enregistrement, puis l'agrément et maintenant MiCA désormais dans quelques mois, pour dire on a tout ce qu'il faut pour pouvoir aller vers ce secteur-là. Mais des obstacles, non, mais que des challenges. Oui, parce que moi, j'allais dire ce qui me vient en tête, que ce soit d'ailleurs de notre expérience où j'ai pensé pour vous. Il y a le cadre réglementaire, mais c'est qu'on a cet avantage-là maintenant en France et maintenant bientôt, comme tu l'as précisé, à l'échelle européenne, on a la loi Pacte qui a découlé sur l'enregistrement PSAN, l'agrément optionnel et MiCA aujourd'hui qui nous donne quand même de la clarté sur cette activité-là. Et j'allais dire, je pense que pour beaucoup de grandes entreprises ou les banques, l'obstacle, c'est souvent les personnes à l'intérieur de la banque ou les dirigeants qui ne sont pas forcément favorables, mais alors qui n'est pas du tout votre cas, puisque vous, à l'inverse, ça a été votre force, entre guillemets. Ok, donc très intéressant. On en parlait juste un petit peu avant
donc la clientèle auquel la Banque des Lubac s'adresse. Est-ce que tu peux nous décrire un tout petit peu plus en détail, par exemple, si on parle d'une entreprise, c'est quel type d'entreprise qui a quel besoin qui, par exemple, pourrait s'adresser à vous? Alors, la banque est d'abord une banque. Au-delà d'offrir un service sur des actifs numériques et d'être enregistré comme prestataire sur actifs numériques, la banque est une banque. Donc, son métier, c'est de dire, et ça a été la vision de Alexis Bialkiewicz, c'est de dire, on a des acteurs du secteur qui n'ont pas de banque. Dès que vous arrivez, que vous marquez Web3 sur vos statuts, que vous marquez crypto, les confrères refusent. Pas parce qu'ils en ont peur, c'est juste de la méconnaissance. Donc, forcément, il y a des sociétés françaises qui ont besoin d'un partenaire et pas d'un partenaire dans des pays qu'on ne connaît, étrangers, ou même on a des confrères européens qui proposent ce service. Mais quand vous êtes une société française, que vous avez un IBAN dans un autre pays, ça pose toujours interrogation. Et ces acteurs ont besoin d'être accompagnés. La Banque de Lubac se positionne comme d'abord un partenaire bancaire. On a une spécialisation qui nous est reconnue, on va sur les métiers de niche. Et le fait d'aller sur des métiers de niche, aujourd'hui, le Web3 est un métier de niche. Qu'on soit une fintech, qu'on soit une société qui fasse des NFT ou juste une société qui a besoin de lever des fonds de façon complémentaire à travers un token, on a d'abord besoin d'une banque. Donc, le mieux, c'est encore d'avoir une banque en qui vous avez confiance et qui vous montre qu'elle sait de quoi elle parle et qu'elle comprend votre activité. Donc, notre clientèle, c'est les entreprises, toute taille, de chiffre d'affaires, toute zone géographique. On est quand même une banque avec une représentation nationale assez grande. Donc, il n'y a pas que Paris, il y a toutes les grandes métropoles françaises, y compris à La Réunion. Donc, on comprend le métier, on adresse. Après, effectivement, sur la partie actifs numériques et pas que Bitcoin, on va avoir des sociétés qui viendront nous voir parce que ce sont des pure players. On va avoir des SEX ou des DEX qui vont arriver, des protocoles qui vont se mettre en place ou des créations de blockchain. Mais on va avoir des entreprises qui sont natives Web 2, qui auront besoin d'étendre leur activité sur le Web 3, soit par l'émission d'un NFT de fidélisation, soit par une levée de fonds, ou tout simplement de dire « je souhaite placer ma trésorerie, j'ai entendu que le Bitcoin peut être une source de diversification ». Donc là aussi, c'est là où notre force et notre plus-value se présentent, c'est de dire, c'est de comprendre notre métier, c'est de faire d'ailleurs notre métier, accompagner et conseiller. Après, il y a la cerise sur le gâteau qui est le Bitcoin et les actifs numériques. Oui, donc c'est ça, je pense que c'est important de souligner que vous êtes en fait un partenaire bancaire qui peut accompagner tous leurs clients sur tous les sujets, dont celui-là qui historiquement était un sujet sur lequel les partenaires bancaires n'allaient pas en fait. Sachant que je peux rajouter que lorsque même une jeune start-up va se créer, en dépôt de capital, c'est très compliqué aujourd'hui pour des jeunes sociétés ou même des sociétés avec un background assez conséquent qui se lancent sur des actifs numériques. C'est compliqué d'avoir une entreprise qui va vous dire, ou une banque, qui va vous dire, je peux faire votre dépôt de capital ou je peux vous accompagner sur cette levée de fonds en token. C'est très, très difficile pour aujourd'hui. Certes, il y a des fintechs qui pourraient, mais effectivement, quand on est sur des opérations de haut bilan, il faut une banque. La Banque des entreprises est l'un des départements qui peut fournir ce service-là. À la Banque de Lubac, on va avoir la partie levée de fonds, si vous souhaitez le faire, on comprend cela. Donc, c'est vraiment un métier bancaire dans sa globalité. Oui, puis contrairement à parce que ça, c'est vrai que c'est souvent, je pense, mécompris, en tout cas du grand public, la différence quand même clé entre des fintechs ou ce qu'on peut appeler en langage courant les néobanques et vous, c'est que vous êtes une banque, vous êtes un établissement de crédit. C'est ça, tout à fait, qui est agréé par l'autorité de contrôle prudentiel de régulation, la CPR communément appelée. On est agréé, donc on n'est pas une néobanque qui est un établissement de paiement ou un établissement de monnaie électronique. Aujourd'hui, on a pignon sur rue, on a des associés gérants qui sont les actionnaires de la banque. On n'a pas de fonds derrière, on n'appartient pas à des fonds d'investissement, on n'est pas coté en bourse. Ça garantit la pérennité d'ailleurs de la Banque de Lubac. Et parmi nos associés, on a quelqu'un qui comprend vraiment ce défi, qui est le défi de demain, de l'évolution de la finance. Et si, alors un peu pour repencher de l'autre côté de la balance, si on est aujourd'hui un particulier qui peut-être de manière très similaire à une entreprise est bancarisé à la Banque des Lubac et compagnie sur d'autres sujets, que ce soit pour son patrimoine, la gestion de son patrimoine ou ses opérations courantes bancaires, mais qui souhaite être aussi accompagné à titre personnel sur la partie actifs numériques, c'est possible aussi. Ce sera possible dans les règles qui nous sont déjà imposées pour tout accompagnement en investissement, parce qu'on a des règles. Lorsqu'un particulier veut investir ou mettre son épargne sur un support d'investissement qui est volatile, en l'occurrence les actifs numériques,
il y a des règles fondamentales à respecter. Ce sera toujours la même chose. Mais vous pourrez l'accompagner. Et pour que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent comprennent, est-ce que c'est possible pour eux de, du coup, in fine, faire des opérations d'investissement en crypto-monnaie chez vous? Quelqu'un concrètement qui va acheter du Bitcoin, qui est client de la banque des Lubac et compagnie, il pourrait acheter du Bitcoin avec vous. Il pourrait acheter du Bitcoin avec vous. Est-ce que c'est possible de décrire un peu comment ça se passerait? Alors, il y a toutes ces démarches certainement qui sont à suivre, mais comment ça se passerait typiquement pour un client qui souhaiterait acheter du Bitcoin via la banque? S'il est déjà client de la banque, il aura bien évidemment, comme pour un compte titre classique, il va avoir cette partie-là à respecter, de s'assurer que l'investissement correspond à ce qu'il est capable d'épargner, à un pourcentage de son épargne. Vous aurez déjà son profil. Exactement, c'est un point très important et c'est ça qui fait aussi la différence entre ce que Delubac propose et tous les investissements qu'on peut voir par ailleurs sur les réseaux sociaux ou dans des publicités sur Internet. C'est que voilà, on va toujours adresser par rapport au profil et par rapport à ce que la réglementation et la protection du client imposent. On ne pourra jamais vous dire vous allez faire plus 20, plus 100, voilà, ce genre de promesses, voilà, tout à fait, qui paraît très alléchant. Non, c'est pas le but. Le but est de proposer un service qui correspond aux besoins et au profil du client particulier. Okay. Et sur la partie entreprise, également, on va avoir la même approche. Pourquoi vouloir investir sur les actifs numériques? Est-ce que ça protège déjà la trésorerie de l'entreprise? Quel est le taux d'exposition? Pareil pour le particulier. On ne pourra pas demander à quelqu'un qui a 25 000 € sur son livret A ou son PEA, s'il veut tout mettre. C'est pas des choses envisageables. Il y a vraiment des règles à respecter. Oui, puis il y a tout un accompagnement du coup derrière. Ok, donc la banque se lance dans cette activité-là. Il y a tout cet accompagnement, ces produits et services que vous offrez. Est-ce qu'il y a une réaction des autres acteurs de l'industrie, qu'une banque se positionne telle qu'elle sur ce sujet, ou finalement c'est passé comme une lettre à la poste Je pense que chaque banque sur le marché français regarde avec attention ce qui est fait grâce à la blockchain et ce que les actifs numériques proposent. Et elles y vont à leur rythme. Donc, on a déjà une filiale d'une grande banque qui a l'agrément pour d'autres services. On a plusieurs services de différentes banques qui proposent ou étudient ce qui est possible de faire avec les actifs numériques et avec la blockchain. Donc, je pense que toutes les banques le regardent et chaque banque le fait à son rythme. Delubac, de par sa taille, assez petite comparativement aux confrères et assez agile, a pu avoir cette opportunité de tout de suite avoir son enregistrement, tout de suite se positionner, former ses équipes pour pouvoir comprendre et adresser cette clientèle. Oui, donc finalement, votre agilité, ça a été une force pour pouvoir se positionner plus rapidement que peut-être les grandes banques tout à fait. Qu'on connaît de nom. Ok. Et est-ce que pour toi, c'est quoi qui les empêche aujourd'hui? Alors, chacun a certainement des idées, il y en a des plus ou moins évidentes, mais encore une fois, pour les gens qui nous écoutent, d'après toi, c'est quoi les explications principales qui les empêchent de se positionner? Est-ce que c'est l'avis des dirigeants qui n'est pas favorable? Est-ce que c'est parce que leur taille fait que peut-être qu'ils s'y penchent dessus, mais que c'est des démarches qui sont beaucoup plus longues? Je ne sais pas si tu as un avis à partager. Mon avis personnel, peut-être qu'il peut être un trait d'humour, c'est qu'ils n'ont pas quelqu'un comme Alexis. Oui, voilà, c'est pour ça que Déjà, à la base, ça aide. Après, je pense que les stratégies des banques sont différentes les unes des autres. Donc là, ce serait très osé de donner un avis là-dessus, mais je pense que les stratégies sont différentes d'un groupe à l'autre et qu'ils ont un intérêt à y aller. La preuve, c'est que maintenant, on a BlackRock qui a officiellement eu son ETF, donc peut-être ça va changer la donne. Il y a HSBC au niveau monde qui fait de la tokenisation de fonds. Donc, ça va peut-être pousser à accélérer le rythme, mais chaque banque a sa stratégie et je pense qu'il faut un peu de différenciation, de spécialisation, que tout le monde ne puisse pas faire la même chose pour que le marché dans sa globalité puisse être accompagné. Il y a l'agrément MiCA qui sera certainement favorable, en tout cas, pour encore une fois venir... pas clarifier, puisqu'on a déjà, je pense, un cadre réglementaire assez clair, mais venir amener un autre niveau de rigueur, peut-être on peut dire ça comme ça, au marché, et puis le passeporter sur le reste de l'Europe. Ok. On a vu récemment, je pense notamment à l'étude de l'ADAN sur l'adoption du Bitcoin. Est-ce que ce soit d'ailleurs peut-être via la banque ou cette étude-là, est-ce qu'il y a des chiffres un peu que tu as en tête pour expliquer un peu l'adoption de la crypto en France? On en est où? Peut-être aussi avec l'expérience de la banque directement, si vous avez des retours. L'adoption, effectivement, l'étude de l'ADAN est enrichissante parce qu'elle montre une adoption de plus en plus forte et très progressive du marché. L'année dernière, si je ne m'abuse, on était à 12%. 8. Oui, c'est ça. Voilà, on est passé de 8, 12 et là, on est à 20. Ça veut dire qu'il y a un réel intérêt pour le consommateur final à avoir des actifs numériques. Et n'oublions pas aussi que la démocratisation et l'accès facile
via les portables à toute cette nouvelle technologie permet une adoption massive et la tranche d'adoption, c'est toujours en dessous de 40 ans. Donc les jeunes sont beaucoup plus alertes, plus aisément tournés vers cette adoption et je pense que plus ce sera adopté, plus tout le monde pourra y aller. C'est comme toute nouvelle technologie, quand on a eu les téléphones portables, après on avait dit qu'on allait faire des paiements via mobile, mais personne ne comprenait comment c'était possible de le faire. En quelques années, maintenant tout le monde pose son téléphone et il paye. La technologie derrière, peu importe finalement que ce soit la blockchain, la NFC ou la HTTPS, je ne suis pas très technique, mais l'adoption va se faire au fur et à mesure que les gens vont se sentir en sécurité quand ils font les transactions et en confiance avec le partenaire avec lequel ils font. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de mauvaise presse sur les actifs numériques à cause des projets qui ne sont pas allés très loin. On va parler de Celsius, Terra Luna et FTX récemment où beaucoup de personnes y ont laissé beaucoup de sommes, notamment des particuliers. Il est très important qu'il y ait une confiance qui s'installe et cette confiance est en train de gagner du terrain parce qu'en France, on a quand même l'AMF et la CPR qui ont mis un cadre assez fort, qui n'hésitent pas à faire des rappels à l'ordre et à le publier. On a des acteurs comme Bitstack qui communiquent, qui expliquent, qui font de la pédagogie. C'est très important d'avoir de la pédagogie et surtout de rendre facilement compréhensible l'usage qu'on peut en faire parce que finalement, on entend Bitcoin, mais c'est beau, on pourrait dire n'importe quel nom, mais si on dit que ça vous permet de transférer de l'argent rapidement avec très peu de frais, qu'il n'y a pas de délai de banque, là, ça parle à monsieur, madame, tout le monde. C'est ça fait un peu le pont, parce que c'était ma prochaine question, c'était pour toi un peu quels étaient justement les freins ou les obstacles à franchir pour continuer à démocratiser, mais je pense qu'on peut le résumer, un cadre encore plus sécurisant, la confiance des consommateurs qui découle de ce cadre réglementaire qu'on a la chance, entre guillemets, d'avoir en France avec la CPR et l'AMF suite à la loi Pacte, comme on le disait plus tôt, etc. Et aussi tout l'aspect pédagogie, démocratisation, accessibilité de qu'est-ce qu'est le Bitcoin, à quoi ça sert, pourquoi c'est intéressant, etc. Est-ce que tu vois d'autres choses? Est-ce que pour toi, il y a d'autres freins à ça ou c'est à peu près les sujets principaux? Les principaux freins, effectivement, c'est la confiance qu'il faut. Et la confiance passe par la présence des acteurs qui montrent que c'est possible de le faire. C'est vrai qu'on a eu une phase de bear market où c'était un peu difficile, où ça avait mauvaise presse, mais on a aussi pas mal d'événements grand public qui permettent au grand public de comprendre comment ça se fait, pourquoi, de rassurer. Parce que tant que les personnes ne sont pas rassurées, elles n'iront pas. Après, quand elles sont rassurées, il faut avoir des moyens ludiques quasiment pour pouvoir le faire. Mais le seul frein aujourd'hui reste la pédagogie et l'éducation. Et ça va passer aussi par l'éducation financière, d'avoir davantage d'acteurs aussi de confiance comme les banques qui y vont. Aujourd'hui, Delubac est présente. C'est un vrai poumon d'oxygène pour les acteurs. Et là, je vais parler des players professionnels qui viennent nous voir en disant « j'ai besoin juste de déposer le capital, d'augmenter mon capital, de gérer mes opérations courantes au-delà de tout ce qui est activité liée au Bitcoin ou aux actifs numériques ». C'est une vraie bouffée d'oxygène et rien que d'avoir de plus en plus d'acteurs comme ça qui vont pouvoir le faire, d'acteurs historiques sur le marché des actifs numériques comme la banque Delubac qui dit « je comprends votre secteur, j'ai une équipe qui est formée, qui comprend, mais on a des diligences à respecter », ça rassure. Et aussi, le frein, c'est que comme on ne comprend pas, on passe par des intermédiaires qui souvent ne sont pas agréés et ça fait partie aussi de l'éducation financière qui est un frein parce qu'il faudrait que le grand public puisse se prémunir de ces fraudes qui ont toujours existé, que ce soit sur l'assurance vie, sur le placement en or ou ainsi de suite, c'est d'aller chercher l'information. Est-ce qu'il est régulé? Est-ce que c'est quelqu'un de sérieux? Son adresse, voilà. Sachant que, pour ajouter mon petit commentaire là-dessus, effectivement, malheureusement, ces acteurs, en fait, au final, tâchent un peu l'image qui n'est pas forcément le reflet de la réalité de proposition de valeur des actifs numériques et de tout ce que ça peut apporter. Mais ça, c'est important de le rappeler et tu l'as fait, je me permets aussi de le faire. En France, il y a une liste blanche des acteurs enregistrés, régulés, pour que n'importe quel particulier ou consommateur puisse identifier sur quelle plateforme, en tout cas, quelle plateforme respecte les exigences que les régulateurs, donc l'AMF et la CPR, sur lesquelles communiquent la CPR et l'AMF. Pour parler aussi un peu, parce que je me dis que peut-être vous avez été confronté à ça, parce que nous on le voit d'ailleurs que ce soit Bitstack, mais pour l'industrie de la crypto globalement, il y a toute cette image que les médias en donnent des crypto-monnaies, de cette industrie-là. J'aimerais faire le pont un peu, parce que pour moi c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que maintenant on a peut-être pour la première fois, c'est quand même assez nouveau, des acteurs historiques, des acteurs de la finance traditionnelle qui s'y mettent.
Je pense que ça vient mettre vraiment un tampon de confiance et gage de confiance sur l'avenir de cette industrie-là. Est-ce que vous avez vu justement une évolution sur l'image, la communication des médias, l'image que donnent les médias de ces industries suite au fait qu'il y ait des acteurs comme vous qui s'y introduisent? Il y a un changement de braquet, si on peut dire ça comme ça, mais l'avantage de l'industrie et de l'écosystème, c'est d'avoir aussi leurs propres médias qui communiquent très bien sur les nouveaux moyens de communication. Je pense aux 2 journaux français, Cryptost et The Big Whale, qui fournissent de l'information grand public. Et il y a aussi beaucoup de journaux grand public, peut-être pas de mainstream médias, mais il y a des efforts qui sont faits. On peut le voir dans les grandes presses nationales, qui commencent à changer de discours, à regarder, parce qu'on a des gros acteurs, des cabinets d'audit qui s'y intéressent, qui montrent leur accompagnement, que ce soit à travers de l'audit ou de l'accompagnement conseil. Donc, il y a un changement qui se met en place et je pense que ce sera plutôt bénéfique pour le secteur. Le point indispensable, c'est la connaissance et l'éducation, c'est de s'intéresser, d'aller au-delà de ce qui est dit. J'en suis la preuve vivante, hein. C'est Bitcoin, pour moi, c'était... quelque chose de négatif. Totalement à bannir, et j'arrive à de l'UBAC et puis je plonge dedans et je m'y retrouve totalement. Ça en devient ton métier, entre guillemets. Je me spécialise là-dedans, mais je pense que même, tout comme pour les médias, un peu d'acculturation, un peu de lecture permettra de changer la donne progressivement. Ça ne va pas se faire tout de suite, mais je trouve qu'en 2 ans, il y a une très belle amélioration, une belle évolution de l'écosystème, aussi bien auprès des banques que des médias, que de l'adoption. C'est vrai, et on le ressent aussi. Non, excuse-moi. Et on a aussi la restitution de la DAN tous les ans à Bercy, quand même. Ça veut dire que derrière, on a une secrétaire d'État au numérique qui pousse depuis 3 ans. Donc voilà, il y a une volonté du gouvernement depuis 2019 de pouvoir faire tout cela. Donc ça va évoluer. Et les chiffres qui parlent d'eux-mêmes aussi. C'est-à-dire que souvent, on a cette évolution-là parce qu'il y a une demande derrière et que c'est la réalité à laquelle le gouvernement, l'industrie, les banques, tout le monde est confronté. Donc, tout à fait. Et ça rentre, il faut que nous puissions continuer comme ça parce qu'aujourd'hui, on est régulé en France, en Europe avec MiCA, mais les sociétés qui sont hors scope de cette régulation n'hésiteront pas à venir appâter le consommateur français. Donc, il est de notre devoir, à nous tous acteurs de l'écosystème, de pouvoir attirer l'attention du consommateur final. Et du coup, pour faire le pont un petit peu entre ça et revenir un peu sur la banque des Lubac et compagnie, est-ce que vous, suite à cette annonce que vous vous positionnez sur ce sujet-là, vous avez plus vu justement vos clients existants qui, du coup, vous avez pu maintenant accompagner sur ces sujets et qui, d'un coup, avaient une ouverture d'esprit sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies, peut-être pour les entreprises, plus sur la blockchain, etc. Ou est-ce qu'à l'inverse, vous avez attiré une nouvelle clientèle ? Peut-être un peu des deux. On a fait les deux dans une proportion de... On a plus attiré une nouvelle clientèle que d'avoir des entreprises qui se disent je vais mettre ma trésorerie sur des actifs numériques. Okay. On a d'autres qui disent le Web3 devient un moyen de fidélisation, de traçabilité. Est-ce que vous pouvez nous aider ? Voilà. On a des deux, mais dans une grande proportion. On a plus le côté de clients. On a entendu que vous étiez dessus, on en a besoin, et ce n'est pas que des entreprises françaises ni que européenne. Donc, ça prouve aussi ces gages de qualité du travail qui est fait par la banque de Lubac. Parce que quand vous êtes contacté par des entreprises qui ne sont pas françaises en disant « on n'a entendu que du bien de vous, vous êtes une entreprise, une vraie banque enregistrée, on souhaite que vous puissiez nous accompagner », c'est aussi une récompense du travail qui est fait depuis 2019 par Joël Bialkiewicz et Elodie Trevillo, de dire que finalement, on est sur la bonne tendance et on fait ce qu'il faut. Donc, jusqu'à présent, à date, on peut dire que c'est un bon investissement. En tout cas, pour la banque de se positionner là-dessus. Alors, en parlant d'investissement, ça me fait rebondir. Alors, encore une fois, on va le rappeler, on ne peut pas donner de conseils d'investissement, mais si vous proposez des services, pour vous, c'est qu'il y a un intérêt ou il y a une proposition de valeur à Bitcoin. Pour vous, c'est quoi la proposition Pourquoi un particulier ou une entreprise, d'ailleurs, peut-être, devrait s'y intéresser Est-ce qu'il y a quand même quelque chose que vous leur partagez Quel est l'intérêt de Bitcoin, finalement, pour vos clients ? L'intérêt Bitcoin, c'est toujours le premier. Ça a été la première monnaie, entre guillemets, numérique. C'est le socle de la blockchain, on va dire ça comme ça. Mais aussi, c'est un nouveau moyen de paiement, entre guillemets, et d'investissement. D'ailleurs, de Lubac, qui a sa fintech de Lupay, qui est une solution de paiement, pourra intégrer dans un avenir plus ou moins proche de payer avec le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est un moyen de paiement. Donc, ça reste vraiment sur sa fonction première. Après, nous avons une partie qui est de dire on peut investir là-dessus.
Mais ça reste la fonction première. J'espère que j'ai Oui, répondu c'est à ça. voilà. Donc, c'est vrai que moi, ça rejoint, j'en profite pour donner un peu pas ma définition, mais pour moi, il y a pratiquement 2 cas d'usage. On peut le résumer comme ça. Il y a Bitcoin, le protocole de paiement, le protocole pour échanger de la valeur rapidement. On l'a dit plutôt, enfin, tu l'as dit plutôt pour le faire sans intermédiaire de confiance, quasi instantanément et quasi sans frais, sans rentrer dans les détails techniques qui font que voilà. Mais et après il y a la partie le jeton natif, le Bitcoin, d'investir dans cet actif numérique. Et là, chacun après se crée son propre avis, mais je pense que la proportion de valeur, en tout cas qui est souvent remontée, c'est le fait qu'il y a une politique monétaire qui est fixe, enfin qui est prévisible, qui est désinflationniste et qui est fixe à 21, qui atteindra ce fameux cap des 21 millions. Et donc il y a un peu un aspect de rareté. Tout à fait. Je sais qu'en tout cas, c'est ce que les gens remontent souvent. C'est quoi un peu les perspectives futures ? Alors, je pense notamment côté régulation, mais aussi pour la banque de manière générale. Là, les perspectives à venir, comment vous voyez les choses évoluer sur ce sujet-là ? Parce que je sais que du coup, vous faites plusieurs sujets, mais en tout cas sur ce sujet-là, sur la crypto-monnaie. Les opportunités sont vastes, comme Ouais. je disais, sur la partie actifs numériques. On voit, je vous ai parlé de Delupay, qui est la solution de paiement, qui pourra intégrer le Bitcoin et des actifs numériques. On a aussi la partie tokenisation qui peut être regardée, la partie investissement là-dessus. Le champ des possibles est très vaste pour les banques. Aujourd'hui, Alexis Bielkiewicz envisage de pouvoir étendre les possibilités qu'offre Bitcoin et les actifs numériques en général à la banque. On pourra en dire davantage quand Le bon moment, voilà, le moment tout à venu, fait. ça marche. Ok. Et aujourd'hui, alors je sais que c'est quelque chose qu'on aime bien évoquer avec nos invités aussi, c'est quelqu'un qui, parce que c'est beaucoup des gens qui, encore une fois, nous regardent, nous écoutent, sont assez novices ou curieux, et du coup, c'est un sujet qui reste nouveau pour eux. Quels conseils on peut leur donner ? Quelqu'un qui entend parler du Bitcoin, qui entend parler de la crypto-monnaie, de la blockchain, quels conseils on peut lui donner avant, justement pour peut-être éviter de faire des erreurs ? On parlait de plateformes qui ne sont pas forcément régulées, je pense à ça. Mais est-ce que toi, par exemple, tu as des conseils que tu donnerais à quelqu'un qui démarre et qui veut en apprendre plus, justement ? Il faut beaucoup se documenter. On a la chance d'avoir sur les réseaux sociaux des, entre guillemets, influenceurs spécialisés, notamment d'abord avec la chaîne YouTube, d'une part, ce podcast qui permet d'avoir les bases. Il faut beaucoup se documenter avant de se lancer. Ne jamais tomber dans le piège de surrémunération. Si on vous dit que vous allez faire des dizaines de pourcentages en cours des... Généralement, Voilà, c'est mauvais. Arnaque, Il faut pas y aller. Mais par contre, avant de commencer, il faut beaucoup se documenter. Pourquoi des gens s'intéressent à ça ? Quel est l'objectif ? Si l'objectif, c'est de se dire on veut faire un gain rapide tout de suite, ce ne sera pas... Voilà. Mauvaise motivation. Voilà. Après, si on s'intéresse pour savoir ce que c'est et ce qui est possible de faire, voilà. À ce moment, vraiment prendre du temps pour se documenter, écouter les bons podcasts, suivre les bonnes personnes sur les réseaux sociaux, et après, lorsqu'on se décide à investir ou à acheter, aller sur les plateformes régulées, commençant par les plateformes françaises, régulées à l'AMF. On a une liste blanche, tu le disais tout à l'heure. On a la plupart des plateformes qui y sont. Commencer avec elles et progressivement, quand on va être aguerri au bout de quelques mois, voire quelques années, on pourra tenter une expérience hors France. Mais mon conseil, c'est de se documenter. Les motivations, quelles sont-elles ? Se documenter et aller vers des acteurs régulés. Super. Sachant qu'en plus, sur cette liste, il y a quand même pas mal de plateformes et on peut retrouver tout type de service. Ça va du très simple, et je pense notamment à nous, pour vraiment des gens qui veulent démarrer sans prendre trop de risques, jusqu'à des acteurs bien plus établis, des partenaires bancaires qui peuvent vous offrir un accompagnement encore différent. Je ressouligne tes conseils. Est-ce qu'il y a pour finir un peu là-dessus, j'ai deux dernières questions. La première, c'est à l'inverse, est-ce qu'il y a des risques pour les gens qui s'intéressent au Bitcoin, qui veulent investir au Bitcoin, auxquels ils devraient faire attention ? Le premier, c'est ce que j'ai dit. Une superbe rémunération. Les gains trop faciles. Trop facile, non. Après, le deuxième risque, c'est comme tout actif financier, entre guillemets, même si ça n'en est pas un, au sens de notre régulation, tout actif, les actifs numériques sont volatiles. Donc, voilà, c'est un risque à prendre en considération. Et après, choisir le bon acteur. Je pense peut-être notamment, je sais qu'on en parle souvent et c'est ce qui plaît beaucoup, enfin, ce qui résonne beaucoup avec les gens qui nous écoutent, c'est le fait aussi, quand on se lance, de ne pas investir une énorme somme d'argent d'un coup et peut-être de lisser ses placements. Les gens parlent souvent de la stratégie dollar cost averaging qui permet de lisser le risque et de placer son argent petit à petit. Effectivement, ce que tu soulignes est valable dans tous les investissements et en général, les gens portent toutes leurs économies pour aller mettre sur un actif parce qu'on a promis monts et merveilles.
Absolument pas, c'est y aller doucement et par étapes, choisir des choses très simples, très peu risquées. On dit toujours, il faut placer ce qu'on est prêt à perdre. C'est vrai. Ce qu'on est Donc, prêt à perdre. Et encore une fois, ça c'est vrai que c'est important et les gens l'oublient ou ne le savent pas. Les conseils souvent qu'on donne sur un investissement ou un achat en Bitcoin, en fait, sont vraiment des conseils qui s'appliquaient déjà Tout à fait. à tous les autres actifs traditionnels sur les marchés boursiers. C'est-à-dire quand vous voulez investir, c'est en fait mettre de l'argent de côté de manière continue, placer de manière continue et effectivement toujours placer que l'argent qu'on est prêt à perdre. Pour finir, est-ce qu'il y a une leçon ou quelque chose depuis que tu as commencé ce parcours maintenant depuis quelques années dans le Bitcoin, dans les crypto-monnaies, est-ce que tu as une leçon qui te vient en tête Ne jamais croire ce qu'on entend et se faire son opinion par soi-même. Super. Je pense qu'on va terminer là-dessus du coup. Donc on arrive à la fin de cet épisode de Comprendre Bitcoin. Un grand merci à toi Estelle. Merci beaucoup d'être pour venue, l'invitation. pour ton temps, pour ton retour d'expérience. C'était hyper intéressant. Pour vous qui nous regardez, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de mettre un petit commentaire. Laissez-nous vos avis, on les lit tous et on adore les lire. Toute l'équipe de Bitstack suit ça de près et ça nous permet d'améliorer les vidéos les unes après les autres. Donc encore une fois, merci infiniment Estelle et à vous qui nous regardez ou qui nous écoutiez. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Comprendre Bitcoin. Prenez soin de vous et à bientôt.